Los Angeles est la ville qui possède le plus grand champ pétrolier urbain des États-Unis et il y a des centaines de puits de pétrole qui se retrouvent au milieu de zones habitées. Bien évidemment, il y a souvent des actions en justice pour les arrêter car l'extraction du pétrole cause des nuisances, notamment des cancers, mais vu que cela engendre de l'argent, ces puits de pétrole continuent d'être utilisés. Ce qui est mystérieux dans ce sujet, ce sont les bâtiments qui ont pour but de dissimuler ces centres d'extraction. Par exemple, sur le site de Packerwell, il y a une ressemblance avec un immeuble sans fenêtre, ou pour la Cardiff Tower, elle a pour but de ressembler à une synagogue. Avant de rentrer dans le sujet même de l'opération Fishball, un peu de contexte est nécessaire. Durant la guerre froide, les Américains voulaient tester leurs bombes nucléaires sans trop faire de morts et sans trop nuire à l'atmosphère terrestre. Ils ont donc décidé de faire leurs tests nucléaires dans une zone du Pacifique qui sera appelée la Pacific Proving Ground. L'idée étant de lâcher leurs bombes et de voir les retomber sur les bateaux vides ou sur les villes avoisinantes. A priori, vides elles aussi. Le gouvernement américain a donc effectué une série de 8 opérations sur cette zone, en commençant par l'opération Crossroad en 1946 et en finissant par l'opération Dominic en 1962. Cette série d'essais nucléaires s'est arrêtée en 1963 à la suite du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires qui interdisait de faire des tests dans des zones sous-marines ou atmosphériques. Les tests ont quand même continué dans une zone du Nevada jusqu'en 1992. Ce qui nous intéresse ici est l'opération Dominic de 1962 qui est une réponse américaine aux tests nucléaires des soviétiques et de leur bombe nommée Tsar Bomba, qui est l'arme de destruction massive la plus puissante jamais utilisée. Si les Russes montaient en gamme dans la puissance de leur arme nucléaire, les Américains voulaient faire pareil. Durant l'opération Dominic, les Américains se sont lâchés dans la puissance des bombes qui ont explosé et une partie de ce programme, surnommée l'opération Fishball, avait pour objectif de tester les bombes nucléaires en altitude. Robert Oppenheimer, celui qui est surnommé le père de la bombe atomique, avait déconseillé de faire de tels tests dans l'atmosphère, sous peine de mettre le feu à l'atmosphère, ce qui risquait de détruire la vie sur Terre et ce que les Américains ont fait quand même, histoire de voir par eux-mêmes. L'opération Fishball ne s'est pas déroulée comme prévu. Par exemple, dans l'un des tests, le moteur du missile nucléaire s'est arrêté un peu trop tôt, ce qui força les opérateurs à faire exploser le missile en l'air avant qu'il ne retombe, ce qui causa une pluie de débris métalliques, mais surtout des contaminations au plutonium sur plusieurs îles aux alentours. Ça n'a pas dissuadé les Américains de continuer leurs tests et cela a causé bien sûr d'autres soucis. Ils ont réussi à détruire des satellites américains et soviétiques à cause de la déflagration de leurs bombes, ils ont aussi réussi à créer une aurore boréale artificielle, et ils ont même réussi à pourrir l'espace en créant une ceinture de radiation artificielle. Pour aller plus loin dans le délire, comme si on n'était pas déjà assez dans le secret d'état qui aurait pu détruire le monde, je donne un point bonus de participation à la théorie qui voudrait que ces tests avaient pour but de détruire le dôme qui recouvre notre Terre plate. La pierre philosophale est l'idée qu'une substance est capable de transformer la propriété de certains métaux en réorganisant les éléments qui la composent. Par exemple, transformer du bronze en or. Cette pierre philosophale aurait d'autres capacités si elle était sous forme liquide et potable. Par exemple, guérir les maladies humaines ou rendre immortelle. Dans cette légende, il y a l'idée que les minéraux sont comme les végétaux. Ils peuvent évoluer ou se transformer avec le temps, et une substance pourrait aider certains minéraux qui ne valent pas grand chose à vieillir pour atteindre un stade plus noble, en l'occurrence de l'or. S'il y a eu beaucoup de recherches et d'expériences sur ce sujet, je ne vais pas vous cacher qu'il y a de fortes chances que ce ne soit qu'un mythe. L'idée derrière cette théorie sur les couleurs et leur perception est que le rouge que vous percevez est potentiellement différent de mon rouge. Il est possible que mon rouge soit votre vert ou votre bleu et il est impossible de vérifier ce fait. Dans la rétine de l'œil, il y a deux types de cellules, les bâtonnets et les cônes, qui servent de photorécepteurs et qui permettent de voir les couleurs. Nous avons tous la même base au niveau des yeux pour percevoir les couleurs. Du coup, il est fort possible que la couleur rouge que je perçois est le même rouge que vous percevez. Mais il y a plusieurs étapes entre ce que l'œil enregistre et ce que le cerveau analyse, ce qui peut transformer ce rouge en une autre couleur. Dans le domaine de la philosophie de l'esprit, ce phénomène s'appelle un qualia, c'est-à-dire une propriété de la perception, principalement subjective, et s'il est possible de l'expliquer, on ne peut pas faire vivre son ressenti à quelqu'un d'autre que soi-même. Par exemple, vous pouvez essayer de décrire votre couleur rouge à un aveugle de naissance en lui expliquant que le rouge se place après le jaune et l'orange sur le spectre des couleurs, que c'est une couleur dite chaude et que c'est aussi la couleur du sang. Il pourra tenter de comprendre ses attributs, mais il ne saura ni la voir ni la reproduire de lui-même. Si vous voulez tester les qualia par vous-même, essayez de demander à un ami sa perception du goût d'un carré de chocolat. Il pourra vous dire que c'est bon, que c'est sucré, que c'est dur puis pâteux en bouche, mais il n'arrivera sans doute pas à vous expliquer le goût du chocolat en tant que tel. Cette théorie de l'iceberg veut sans doute mettre en avant le fait que l'on est seul avec nos perceptions. Francis Levy était un pompier de Chicago. Le 18 avril 1924, alors qu'il effectuait des travaux de nettoyage dans sa caserne, il s'arrêta de nettoyer une fenêtre en expliquant à ses collègues qu'il avait l'étrange sentiment qu'il allait mourir. Un peu plus tard dans la journée, un feu se déclara dans un bâtiment à proximité et il fut appelé avec son équipe pour s'en occuper. Le bâtiment était vraiment ravagé par les flammes et les pompiers n'arrivaient pas vraiment à contenir le feu. Après 1h30, le toit s'est effondré et si le feu a fini par être éteint, 9 pompiers, dont Francis Levy et un civil, ont été tués dans cet incendie. Une vingtaine de pompiers ont aussi été blessés. On a découvert plus tard que la cause de l'incendie était volontaire et avait été mis en place par la société du deuxième étage pour toucher une prime à l'assurance. Le jour suivant, les pompiers ont remarqué que sur la dernière vitre nettoyée par Francis Levy, une empreinte de main était apparue. Ils ont essayé de la nettoyer, mais même en grattant ou en utilisant des produits chimiques, cette empreinte ne s'effaçait pas. 20 ans plus tard, un livreur de journaux a cassé cette vitre en jetant un journal un peu trop fort.
Le Bohemian Grove est un club privé créé en 1878 situé en Californie, où chaque année, pendant 2 semaines, se réunissent certains des hommes les plus puissants du monde. C'est un club qui cultive le secret, où aucune photo ni vidéo ne sont autorisées. De base, il est interdit de discuter business durant cette période, mais il y a quand même des discussions et des planifications qui y sont organisées. Par exemple, c'est dans ce lieu qu'avait été organisé le projet Manhattan, projet qui avait mené à la création de la première bombe atomique en 1939. Il y a toute une tradition symbolique et théâtrale autour d'une mascotte de hibou, et les quelques images qui ont fuité ont alimenté encore plus les théories sur ce qui pouvait s'y passer. Si ce sujet vous intéresse, je vous mets en description un lien vers la vidéo de Bruno Le Salé qui en parle en détail, et qui est extrêmement bien faite. Les civilisations perdues sont un sujet très vaste et je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais cela fait référence aux différentes civilisations dont on a des indices de leur existence, mais qui n'ont laissé que quelques traces archéologiques et donc on ne peut pas retracer leur histoire ni la cause de l'extinction de ces civilisations. Par exemple, sur l'île de Pâques, il y a de nombreuses statues, appelées moai, qui établissent la présence d'une civilisation. Et si on a pu comprendre comment cette île a pu être peuplée par des habitants de la Polynésie, on ne sait pas comment cette civilisation a pu disparaître. Certains pensent qu'ils se sont autodétruits car ils auraient utilisé toutes les ressources de l'île pour construire leurs statues, mais cela aurait pu aussi bien être une guerre de clans où tous les habitants se seraient massacrés. Il y a aussi le cas d'une civilisation perdue pré-sumérienne pendant la période d'Obéide, qui serait datée de 6500 ans avant Jésus-Christ et qui correspondrait à l'Irak d'aujourd'hui. On y a retrouvé des fondations ainsi que d'étranges statuettes en forme de reptiles, ce qui alimente les théories sur la présence des reptiliens parmi nous. Des archéologistes pensent que c'est durant cette période que de nouvelles techniques ont commencé à apparaître, que ce soit pour les outils ou dans leur manière de créer des routes ou de construire des maisons. Un autre exemple est la civilisation Cucuteni Tripilla, située en Europe de l'Est. C'était une société matriarcale qui a existé entre 5500 ans et 6600 avant Jésus-Christ, mais il y a des variations dans ces dates. Cette civilisation a construit des villes, des temples et des fortifications. En tout, plus de 2000 sites ont été retrouvés en Ukraine et en Moldavie et ils avaient l'habitude de brûler leurs villages tous les 70 ans avant de les reconstruire ailleurs. Ils maîtrisaient l'agriculture, l'élevage, la métallurgie et la poterie. Cette civilisation était large et puissante, mais elle a disparu soudainement et des théories ont été émises mais aucune d'entre elles n'est complètement satisfaisante. Une des théories avancées serait celle de la colonisation guerrière qui aurait forcé leur assimilation à une autre culture, mais leurs voisins n'étaient pas assez puissants pour cela. Et la disparition rapide laisse sous-entendre que le changement s'est passé en interne, mais au final on ne sait que très peu de choses. Bref, il y a beaucoup de civilisations qui ont disparu et dont on n'a que très peu d'informations. Et au-delà des civilisations perdues que nous connaissons, cela pose des théories sur la possibilité qu'il y ait un monde civilisé avant le nôtre, qui serait si éloigné dans le temps que des mouvements tectoniques et les dégradations naturelles feraient qu'on ne puisse pas retrouver la trace de son existence. Cette théorie se base sur le fait que les sports professionnels seraient truqués et que les résultats seraient prévus en avance, avec ou sans le consentement des joueurs. Dans le passé, il y a bien eu des affaires de corruption de joueurs ou d'équipes qui ont été révélées, et il y a sans doute des intérêts, que ce soit monétaires ou de prestige, pour que certains accords soient faits de manière à organiser la victoire de telle ou telle équipe dans des championnats. Mais je ne connais pas assez le milieu du sport pour vous apporter plus d'infos à ce sujet. Les crânes de cristal sont des objets qui auraient été découverts lors de fouilles archéologiques dans des temples mayas, mais également dans d'autres lieux à travers le monde. Il y a beaucoup de débats autour de la date de leur création, certains pensent que ce seraient des faux créés au 19e siècle, mais d'autres semblent être des originaux datant de la période précolombienne. Je ne vais pas casser l'ambiance en vous expliquant que ce sont l'œuvre de faussaires, mais je vais vous expliquer l'histoire paranormale qui est née de la découverte de ces crânes de cristal. Ces crânes auraient été fabriqués à l'aide d'outils qui n'étaient pas à la disposition des peuples mayas, ce qui laisse sous-entendre que soit les mayas avaient accès à un savoir avancé que l'on n'a pas retrouvé, soit que des êtres hautement supérieurs auraient offert ces crânes aux mayas. Certains pensent que les constructeurs de ces crânes étaient le peuple d'Atlantis. Ces crânes seraient sculptés de manière si précise que n'importe quelle source de lumière qui leur arriverait dessus ferait réfléchir la lumière à travers leurs yeux. Ces crânes auraient la capacité de donner des visions et de voir le futur. Ils permettraient aussi de soigner des maladies, telles que le cancer, et pourraient être capables de modifier la gravité de manière à l'éviter d'eux-mêmes. Il y aurait 13 crânes de cristal en tout, et si on les réunit, cela pourrait causer la fin du monde. L'idée derrière la théorie de la 6ème extinction est qu'il y a déjà eu 5 extinctions de masse, c'est-à-dire que la vie a failli disparaître 5 fois dans le passé. Par exemple, il y a 374 millions d'années, durant l'ère du Dévonien, les végétaux en se développant sur Terre se sont mis à consommer beaucoup de gaz carbonique, ce qui a causé une baisse de la température, baisse que les organismes marins n'ont pas réussi à supporter, ce qui a causé l'extinction de 75% des espèces marines. Il y a 65 millions d'années, il y a la disparition d'une grande partie des dinosaures. Si l'on ne connaît pas la véritable cause, il est probable que ce soit le fait de la fameuse météorite qui se serait écrasée sur Terre, ou à cause d'une éruption volcanique de grande ampleur. Je ne vous ai cité que la 2e et la 5e extinction de masse pour vous expliquer ce principe sans trop rentrer dans une liste chiante. Et bien maintenant, nous serions dans la 6e extinction de masse, cette fois-ci causée par l'homme, qui détruirait petit à petit les différentes espèces animales du fait de notre utilisation excessive des ressources de la Terre. Le taux d'extinction en ce moment serait entre 100 fois et 1000 fois plus élevé que le taux d'extinction de base. Cette théorie se base sur l'hypothétique cataclysme qui serait causé par un déplacement magnétique polaire. Pour expliquer ça simplement, le pôle Nord deviendrait le pôle Sud et vice versa. Ce n'est pas un concept farfelu puisque cela s'est passé plusieurs fois dans l'histoire de la Terre, et la dernière inversion magnétique des pôles s'est produite il y a 786 000 ans. Et si chaque changement de pôle devait prendre quelques milliers d'années pour s'effectuer, le dernier en date n'aurait mis qu'une centaine d'années pour se mettre en place, même s'il était précédé de 6000 ans d'instabilité magnétique. Un des indices qui indiquerait qu'une inversion des pôles serait en train de se produire est la réduction progressive du champ magnétique terrestre. Et des géologues ont constaté qu'en ce moment, le champ magnétique
climatique terrestre est en déclin, ce qui laisse supposer qu'une inversion des pôles est en cours. A priori, si une inversion des pôles arrive demain, rien de grave ne devrait se produire, mais il y aurait tout de même des conséquences. Nos réseaux électriques ne fonctionneraient sans doute plus, et nous serions vulnérables aux rayons du soleil durant cette transition. En clair, il n'y aurait plus d'électricité, et les taux de cancer augmenteraient significativement. La théorie conspirationniste va au-delà, car il y aurait des tremblements de terre, des inondations, un réchauffement climatique ingérable, et tous les tracas que l'homme peut connaître. Mais sans vouloir paraître trop optimiste, il est possible que rien de tout ça ne se passe durant notre vivant. Le Large Hadron Collider est l'accélérateur de particules le plus puissant au monde. Il a été créé par le CERN, qui est l'organisation européenne pour la recherche nucléaire, et consiste en un tuyau circulaire de 27 km situé en Suisse. Son but est de faire rentrer en collision des protons à une vitesse proche de celle de la lumière, et c'est par ce moyen que l'on a découvert le boson de Higgs. L'importance de l'existence du boson de Higgs vient du fait que cela permettrait de prouver la théorie qui veut que l'électricité, le magnétisme, la lumière et la radioactivité seraient différentes facettes d'une même force appelée la force électrofaible. Je n'irai pas dans les détails car cela dépasse mes connaissances, et je vous expliquerai mal ce principe. Et puis on est ici pour les théories qui se basent sur cet accélérateur de particules. Il y a plusieurs théories qui se regroupent plus ou moins. Par exemple, à chaque collision de protons, il se formerait de petits trous noirs, et certains conspirationnistes pensent que cela va engendrer un trou noir qui va augmenter jusqu'à avaler la Terre. Il y a aussi ceux qui pensent que le but du CERN est d'ouvrir un portail vers une autre dimension, potentiellement démoniaque. Il y a quelque temps, une vidéo tournée dans les jardins du CERN avait circulé, où l'on voyait une cérémonie où des personnes semblaient vénérer une statue en sacrifiant quelqu'un. Le CERN s'était justifié en disant que c'était une blague de certains scientifiques. D'autres pensent que leur but serait d'arriver à manipuler le temps, pour que les élites puissent changer des éléments du passé, de manière à contrôler le présent. Et cela pourrait être la cause des effets Mandela. Oumuamua est le nom que l'on a donné à l'astéroïde qui a été repéré le 19 octobre 2017 et qui est passé à 30 millions de kilomètres de la Terre. C'est le premier objet céleste qui a été identifié comme provenant d'en dehors de notre système solaire, et s'il a été détecté par certains télescopes par rapport à sa vitesse de déplacement, 70 km par seconde, aucune photo concrète n'a été prise. Il y a beaucoup de mystères autour de cet astéroïde, notamment le fait que l'on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas quelle est sa forme, même si on a remarqué qu'il serait 10 fois plus long que sa largeur, alors que la plupart des objets célestes sont 3 fois plus longs que leur largeur. Et il aurait légèrement accéléré en passant près de nous. Forcément, cela a alimenté beaucoup de théories, surtout depuis que Avi Loeb, le directeur de l'unité d'astronomie d'Harvard, a déclaré que c'était potentiellement un vaisseau extraterrestre. Ce terme fait référence aux décès qui se sont produits dans des montagnes. Certaines zones sont si difficiles d'accès que lorsqu'un alpiniste meurt, personne n'est capable de venir chercher son corps. Il y a plusieurs raisons à cela. Il peut être difficile de transporter du matériel dans certaines zones compliquées, et en haute altitude, il devient compliqué de produire des efforts physiques, et le gel peut coller les cadavres à la paroi, et parfois la neige peut recouvrir le corps jusqu'à sa disparition. Le plus connu de ces alpinistes est sans doute Green Boot, cet alpiniste non identifié qui est mort durant son ascension du mont Everest. Son cadavre sert maintenant de repère visuel aux autres alpinistes et indique la hauteur de 8500 mètres. En fouillant un peu plus, je me suis aperçu que je me suis trompé sur ce sujet. Le terme People of the Mount fait référence aux légendes du mont Shasta, un volcan de Californie, qui est une zone sacrée pour les Amérindiens. Au-delà des créatures mythiques qui seraient les protecteurs des forêts de la zone, et du dieu créateur de la terre qui y habiterait, il y aurait une autre légende qui ne serait pas liée aux Amérindiens, mais qui concernerait le continent perdu de la Lémurie. Au 19e siècle, le zoologiste Philip Lutley Sclater essaye de comprendre comment la race des Lémuriens se sont répandus à travers le monde, et il émet l'hypothèse d'un continent qui aurait été localisé dans l'océan Indien, et qui aurait servi de pont dans le déplacement des espèces. Il le nomme la Lémurie. Ce continent aurait disparu sous les mers à la suite de cataclysmes, tout comme l'Atlantide, sauf que les survivants de ce continent se seraient réfugiés dans le mont Shasta. Il y aurait donc un monde souterrain sous le mont Shasta, peuplé par des êtres de lumière. C'est un peu une version alternative du royaume d'Agartha, que l'on a vu dans la vidéo précédente. La Sonderfahrgunliste, le Black Book de la Seconde Guerre mondiale était la liste des résidents de la Grande-Bretagne qui devaient être arrêtés après l'invasion des nazis en Grande-Bretagne. Ce Black Book était accompagné d'un manuel qui expliquait quelles institutions anglaises devaient être prises en premier pour faciliter l'occupation des Allemands. Par exemple, les loges maçonniques ou l'église d'Angleterre. On retrouve plusieurs noms célèbres dans cette liste, comme Winston Churchill, Neville Chamberlain, Sigmund Freud, Aldous Huxley, George Orwell et bien d'autres puisqu'il y avait 2820 personnes inscrites dedans. Cette liste était tenue secrète et n'a été découverte que plus tard à Berlin dans les quartiers généraux du Reich, et comme vous vous en doutez, cette invasion n'a jamais eu lieu. Ce sujet fait référence aux pluies de poissons qui peuvent arriver. L'origine de ce phénomène n'a jamais été observée, mais la théorie la plus probable est celle de la tornade en mer qui attraperait des poissons et qui les enverrait sur des villes aux alentours. La plupart du temps, les poissons qui pleuvent sont de la même espèce, ce qui conforte cette théorie, car justement, ce seraient des bancs de poissons qui seraient attrapés par les tornades. Dit comme ça fait rire, mais dites-vous qu'il arrive que ce soit des serpents ou des araignées qui tombent du ciel. L'histoire derrière la doublure d'Hillary Clinton est simple à expliquer. Hillary Clinton aurait des soucis de santé, mais pour ne pas être compromise dans sa carrière politique, elle aurait recours à une doublure pour ne pas alerter les médias. L'origine de cette théorie est apparue lorsqu'elle s'est effondrée durant une commémoration du 9 septembre en 2016, mais au lieu d'être amenée à l'hôpital, elle serait allée à l'appartement de sa fille. Peu de temps après, elle serait sortie pour expliquer aux journalistes qu'elle allait très bien. Son idée était d'éviter les hôpitaux publics, car elle ne voulait pas que son dossier médical fuite. Les théories se sont mis à douter et ont commencé à faire des comparaisons physiques pour essayer de débusquer sa doublure.
Les Ningens seraient des créatures géantes mi-humaines, mi-baleines. L'origine de cette légende vient de baleiniers japonais qui auraient aperçu près de l'Antarctique, sous l'eau, une grosse forme humanoïde blanche d'une vingtaine de mètres avec une tête de baleine. Certains affirment qu'ils ont pris des photos de ces Ningen, mais sans trop de doute, ce sont des fakes. Il est fort possible que ce soit un mème de 2chan, un forum japonais qui se soit répandu un peu partout sur internet. Le Patterson-Gimlin Massacre est la théorie qui se base sur la vidéo du 20 octobre 1967 dans laquelle le Bigfoot aurait été filmé. Roger Patterson et Bob Gimlin, les vidéastes, auraient recherché le Bigfoot dans une zone qui aurait la réputation de l'abriter. En arrivant près d'un ruisseau, Roger crut apercevoir une sorte de singe au loin et demanda à Bob de le couvrir avec son arme si jamais l'animal s'en prenait à lui. Il finit par se rapprocher et prit les images que l'on connaît aujourd'hui. Si le Bigfoot a fini par s'échapper, ils ont trouvé des empreintes de pas qui justifieraient leur découverte. Il y a eu pas mal de débats sur le fait que ce soit un canular ou non, mais entre la démarche de l'animal, proche de la démarche du gorille, les proportions du corps de l'animal, différentes des proportions d'un homme en costume, et ce qui semble être des mouvements musculaires, tout porte à croire que c'est bel et bien un Bigfoot qui a été observé. La théorie du massacre est apparue en 2006, lorsqu'une version plus longue et plus claire du film a été diffusée, et certains indices dans cette vidéo laissent penser que Patterson et Gimlin étaient tombés sur une famille de Bigfoot et les auraient massacrés. Le Bigfoot que l'on voit marcher serait le dernier survivant qui essayerait de s'enfuir après avoir été touché par 2 balles, dont une dans la jambe. Apparemment, au début du film, on pourrait voir un cadavre de Bigfoot dans un trou, et il y aurait du sang sur les mains des chasseurs. Je ne sais pas quoi penser de cette théorie, mais s'ils avaient tué des Bigfoot, je me demande pourquoi ils n'auraient pas ramené le corps en tant que preuve de son existence. On arrive à la dernière théorie du tiers 2. En 1996, dans une ville située dans l'Indiana, aux États-Unis, des ouvriers auraient retrouvé une sorte de calamar alors qu'ils nettoyaient une fosse contenant des produits toxiques. Cet animal aurait été mis dans un bocal pour l'étudier plus tard, car il leur semblait bizarre qu'une vie ait pu se développer dans un tel mélange de produits mortels. Avant de pouvoir l'étudier, le bocal avait disparu, sans doute jeté par un employé. Même si cette histoire est sans doute un canular, des théories ont émergé sur le fait que cela aurait pu être une forme de vie extraterrestre ou une mutation d'un ver de terre. Donc voilà, nous avons fini le tiers 2 de l'iceberg des théories. Il reste 8 tiers à explorer qui vont aller de plus en plus en profondeur dans les théories étranges et mystérieuses. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui envoient de la force, ça me fait grave plaisir. J'espère que le son ne sera pas flingué pour je ne sais quelle raison comme la dernière fois, et j'espère que vous avez aimé ces théories autant que j'ai aimé farfouiller internet pour les comprendre. Bon, comme d'hab, l'abonnement, le like, tout ça, et la suite arrive bientôt.